Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 31, le réseau Barker. Kerv Barker, récit d'une tentative d'initiation dans un réseau satanique américain. Barker présente un groupe sataniste US dans lequel il a été embarqué sans aller jusqu'à l'initiation, avec un point de vue de victime, mais de l'intérieur. Il explique un fonctionnement, des méthodes, mais parle aussi d'une sorte de résistance à l'intérieur de la sphère sataniste. Donc c'est le résumé de ce livre que vous allez lire et qui est assez détaillé. Et en fait, Kerv Barker a fait plusieurs livres afin de permettre de comprendre l'ambiance décrite par Barker, même si on a plus insisté sur le côté factuel. Ces livres, a priori, n'ont pas encore été traduits en français. Donc dans son livre Angelic Defenders and Demonic Abusers, donc les défenseurs des anges défenseurs et des abuseurs démoniaques, Memoir of a Satanic Ritual Abuse Survivor, donc les mémoires d'un survivant des abus rituels sataniques. Kerv Barker commence par son enfance et son cadre familial. Il explique que son grand-père était entré dans une loge satanique à New York, où il a rencontré une femme qui faisait partie de l'énorme contingent de nazis exfiltrés aux USA après la guerre. Ce transfert de nazis outre-Atlantique s'appelle l'opération Paperclip, qui est loin d'être une théorie des complots puisque les archives ont été déclassifiées. Paperclip avait pour objectif de récupérer des scientifiques, mais aussi de hauts gradés, des entrepreneurs nazis, afin de les utiliser aux États-Unis pour y développer des armes diverses et variées. La CIA, nouvellement créée, a très vite mis en place plusieurs programmes militaires, comme MK Monarch, MK Naomi et plusieurs déclinaisons, dont MK Ultra, qui est un petit peu plus connu, afin de tester toutes les méthodes imaginables de contrôle mental, cela avec l'aide précieuse des scientifiques nazis qui s'étaient exercés avec les victimes des camps de concentration. Officiellement, c'est dans le cadre de la guerre froide, l'objectif était de créer le militaire parfait, l'assassin parfait, capable de tuer sur commande sans se rappeler de quoi que ce soit. Au sujet de ces opérations MK-Ultra, je renvoie vers quelques archives qui n'ont pas été détruites par la CIA dans les années 70, sur l'affaire Ewen Cameron, ce psychiatre canadien mondialement connu qui a réalisé des expériences sur de nombreux patients, et vers les enregistrements d'une commission d'enquête sur cette question qui a eu lieu sous la présidence Clinton et au cours de laquelle plusieurs victimes ont témoigné d'abus similaires à ceux qu'a vécu Kerv Barker. On peut aussi renvoyer vers l'affaire de Pont-Saint-Esprit, une petite ville française qui a été empoisonnée au LSD par la CIA pour tester les effets de ces produits en 1954, par voie atmosphérique je crois. Ce champ de test n'était pas exceptionnel. De nombreuses villes américaines ont fait l'objet d'expériences similaires avec du LSD inventé par le chimiste allemand Fritz Hoffmann ou avec d'autres drogues. Cette femme, rencontrée par le grand-père, surnommé Shotzi, étudiait la théosophie, que Barker qualifie de mouvement luciférien international, et les textes d'Elena Blavatsky, qu'on retrouve dans pas mal de cercles, avant de passer carrément au délire d'Aleister Crowley qui passe pour le pape du satanisme. De retour à Saint-Louis, le grand-père et Shotzi auraient créé un couvent, un groupuscule satanique qui est sous l'égide d'un autre luciférien. Barker, pas un couvent, un convent. Barker explique que Shotzi a été également formé par la CIA par des lucifériens qui l'ont initié. Barker écrit qu'il ne l'a rencontrée qu'à 6 ans, au début des années 60, mais qu'elle était derrière sa vie depuis sa naissance. Elle devint en quelque sorte sa nounou, essentiellement préoccupée par l'envie d'en faire un soldat à la volonté de faire en enlevant toute empathie en lui. Si ses parents d'après lui ne se rendaient pas compte du traitement que lui réservait Shotzi, il dit aussi qu'un certain nombre de satanistes vivaient dans le voisinage. Le premier à avoir atterri là est venu habiter au numéro 666 de la rue. Des amis à lui ont suivi, dont plusieurs travaillaient dans l'école du coin. La nuit, il était drogué puis amené dans diverses maisons du voisinage et ailleurs. Il se rappelle de cela très vaguement. Je cite: Aujourd'hui encore, je ne comprends pas vraiment ce qu'il s'est passé. Une chose que font les satanistes quand ils abusent des enfants est de mettre des éléments surréalistes dans leurs rituels. De cette manière, si les enfants se rappellent et racontent ces événements, cela semblera irréel. Fin de citation. Dans son cas, le dit monsieur du 666 pouvait mettre un masque de Frankenstein et une robe noire et marcher sur des fils qui faisaient penser qu'il planait dans la pièce. Il parle de rituels où tous les adultes étaient masqués, où Shotzi l'emmenait. Quand il a eu 8 ans, son grand-père a commencé à abuser de lui. Après le premier viol, sa grand-mère l'a recouché, répétant, je cite, rien de tout cela n'est arrivé, ça n'est pas arrivé, tu fais un cauchemar. Quand tu te réveilleras demain matin, tout sera de nouveau normal. Fin de citation. Rentré chez lui, il a saigné beaucoup, sa mère a immédiatement appelé les grands-parents qui ont simplement dit qu'il avait mangé trop de fromage.
Barker évoque aussi un rituel de contrôle mental au cours duquel on tue un chat devant lui. Beaucoup de victimes racontent avoir vécu cela dans leur enfance. Il s'agit d'un moyen de dissocier les enfants qui disjonctent littéralement devant des horreurs pareilles. Aujourd'hui en France, des enfants racontent aussi avoir été forcés à regarder d'autres enfants se faire tuer devant eux, et même avoir dû participer eux-mêmes au meurtre. Pour Barker, l'opération a permis de lui faire switcher sa personnalité en deux, en créant une personnalité qu'il appelle « gentil petit agneau ». Presque chaque week-end, il allait chez son grand-père et des abus avaient lieu, de manière graduelle. Très vite, il a été emmené aussi chez des amis de son père. Il décrit des lieux de rituel avec des pentacles, donc des étoiles à 5 branches sataniques, des étoiles de David, divers symboles qu'il ne comprenait pas. Les gens portaient des grandes robes noires. Lors du premier rituel auquel son grand-père l'a amené, les gens en robe l'ont entouré, lui ont fait boire un liquide, l'ont déshabillé et l'ont mis dans une boîte fermée. À ce moment-là, Shozi lui dit qu'il ne pourra pas sortir de cette boîte et qu'il va même y mourir. Kerf a crié, pleuré, a été pris d'une crise de peur panique et il s'est à moitié étouffé dans son vomi et en est tombé dans les pommes. Il raconte qu'il s'est vu flotter au-dessus de la boîte et pouvait voir les 9 personnes dans la pièce. Mais 7 d'entre eux n'avaient pas l'air comme les autres et avaient des apparences de dragons. Il a vu d'autres créatures, entre guillemets, dans la pièce, des anges qu'il rassure, écrit-il. Quand Shozi finit par le faire sortir de la boîte, elle lui demande comment il s'appelle. Il répond qu'il s'appelle Kerf Barker, et au lieu de répondre « mignon petit agneau », comme elle s'y attendait. Manifestement, cette réponse n'a plu à personne dans la petite assemblée. 2 types enlèvent leur robe, dont un plus jeune, moins excité que les autres. Et puis tout le monde commence à critiquer Shozi et le grand-père, qui n'avait pas assez bien conditionné la victime. Devenir un enfant prostitué. Assez rapidement, après cette séance, Shozi a été remplacé par le jeune type qui était présent, Bob. Désormais, c'est lui qui était le contrôleur. Mais les deux travaillaient ensemble afin de le préparer. Bob se montrait plus sympa, moins agressif et recueillait les confidences du gamin, ce qui leur servait pour mieux le manipuler. De l'autre côté, il savait que s'il n'était pas docile, Shozi arrivait derrière. Le baron, un homme qui semblait être le chef du groupe satanique auquel appartenait son grand-père, avait décidé d'en faire un enfant prostitué et de le faire évoluer dans le satanisme. La technique de Bob pour lui faire accepter le satanisme était de combiner les chocs traumatiques avec la séduction. Bob lui-même avait été conditionné comme enfant prostitué auprès de personnalités. Il trouvait tout cela normal et considérait même qu'il s'agissait d'une forme de pouvoir. Je cite : « Il utilisait une combinaison de techniques pour obtenir ma coopération. Hypnose, persuasion, manipulation émotionnelle, menace, raison et corruption. Si je faisais ce qu'il voulait, j'étais récompensé. Si je n'obéissais pas, j'étais puni d'une manière ou d'une autre. Mais ces punitions n'étaient pas les terribles tortures de Shozi. Il savait comment manipuler mes émotions et me faire sentir mal quand je n'étais pas coopératif, écrit Barker. Avec l'hypnose, Bob avait installé d'autres personnages dans la personnalité de Kerf. » Fin de citation. Par exemple, il y avait une fillette appelée Katie, dont il devait adopter le comportement alors qu'il était habillé en fille, entraîné à se comporter comme une fille par Bob. Au fil des jours, ses résistances se sont estompées et Bob a commencé à le sortir en public quand il était dans ce rôle en état de transe. Un jour, Kerf a menacé de tout dire à ses parents, mais Bob l'avait pris en photo habillé en fille, ou même nu, dans des poses aguicheuses et menaçait de les leur montrer. Ensuite, Bob a appris à Katie à se comporter sexuellement. Barker explique l'importance du phallus pour les satanistes qui considèrent que les obélisques représentent le pouvoir de Satan. Pour eux, le sexe est un rituel religieux. Bob lui a appris à faire des fellations, comme si c'était une prière à Satan et qu'il recevait une bénédiction en les faisant jouir. Mais lui savait très bien qu'il n'avait rien de sacré là-dedans. Au sujet de ses personnalités, Barker se demande si ce n'étaient pas des démons qui prenaient possession d'eux. Il explique qu'en tant que Katie, il était essentiellement utilisé par son grand-père pour faire fructifier le business de son père, sans que celui-ci sache comment les opportunités se présentaient à lui. Les gens, des satanistes, étaient amenés par le grand-père et récompensés par des faveurs sexuelles de Katie. Je cite : « Même en tant que Katie, le sexe m'effrayait et je voulais que cela se termine le plus vite possible. C'était juste un jeu grotesque que je devais accomplir et dans mon rôle en tant que Katie, j'étais émotionnellement déconnecté du sexe en lui-même. J'étais juste en train de jouer la comédie comme les gens à la télé. Je jouais de manière joyeuse et je souriais, mais je me sentais mal à l'intérieur. Mais Sam, cet autre petit garçon que mon grand-père maltraitait, n'avait pas été conditionné et entraîné de la même manière que moi. » Fin de citation. Bob a expliqué à Kerf que les parents de Sam devaient beaucoup d'argent à son grand-père. Du coup, il le laissait prendre le petit avec lui des après-midi et parfois la nuit. Mais un jour, le petit a parlé à ses parents, qui ont menacé le grand-père d'un scandale s'il n'effaçait pas leurs dettes et leur donnait de l'argent en plus. Selon Barker, cette nuit-là, le grand-père a envoyé des tueurs dans la maison de la famille. Ils ont endormi tout le monde avec du chloroforme et ont déposé le petit Sam dans le jardin,
lui mettant une boîte d'allumettes dans la poche. Puis ils ont mis le feu à la maison. Le grand-père a ensuite un peu orienté les autorités locales, et Sam a été poursuivi pour avoir mis le feu, puis envoyé dans un hôpital psychiatrique administré par un luciférien. Je cite, les psychiatres ont pleinement coopéré avec ce que demandait mon grand-père et n'ont rien fait pour aider Sam. Toutes les déclarations qu'il pouvait faire, comme quoi il n'avait pas mis le feu, ont été ignorées. Au lieu de l'aider à gérer ses sentiments d'avoir été abusé et d'avoir perdu ses parents, il a été drogué et a subi des électrochocs. Après cela, il pensait lui-même avoir mis le feu, raconte Kerf Parker. Le grand-père possédait des documents légaux qui montraient que les parents de Sam lui devaient une grosse somme d'argent. Au moment du prêt, afin d'être certain qu'il le rembourserait même s'il mourait accidentellement, il a insisté pour qu'il prenne une assurance vie. Il a récupéré tout l'argent qu'il lui devait de la revente de leurs biens. Il s'en est sorti en faisant du profit avec tout ça. Mais Sam a été mis dans un orphelinat, son esprit a été ruiné, et il a été laissé avec la croyance qu'il avait tué ses parents. Fin de citation. Sur le satanisme. Kerf explique que le satanisme est vraiment un business model, et que le sexe pervers qu'il pratique fait partie de ce business model. Je cite. Le sexe pour les satanistes est utilisé dans plusieurs buts. C'est utilisé pour faire chanter des hommes, c'est utilisé pour séduire des hommes avec un mode de vie où tous leurs désirs sexuels seront admis. Cela sépare aussi les satanistes de la culture et des valeurs de la majorité de la société. Mais le sexe pédophile est aussi un moyen d'entraîner des garçons à devenir des satanistes de haut rang quand ils seront adultes. Au plus de fois j'ai été obligé à avoir des rapports sexuels, au plus je suis devenu sociopathe dans ma relation aux gens. C'était vrai que je sois Kerf ou Katie. J'ai commencé à voir les gens de plus en plus comme des objets à manipuler que comme des gens pour lesquels je ressens de l'empathie. Fin de citation. Au fur et à mesure, il commence à s'identifier à Bob, à penser comme lui que les satanistes étaient une élite supérieure aux autres, la masse des gens qu'il faut manipuler. Les satanistes sont là pour contrôler la masse, ce bétail humain, entre guillemets. Barker dit qu'il n'a pas été initié comme luciférien, mais qu'il en côtoyait très souvent, même hors des rapports sexuels et des rituels, lors de soirées par exemple. Mais c'était toujours quand lui était dans le rôle de Katie. Quand il redevenait Kerf, il ne se rappelait plus des abus sexuels ni des rituels. Dans sa vie de tous les jours, il se sentait mal sans savoir pourquoi. Puis Bob a éduqué Barker pour qu'il devienne membre d'une société secrète luciférienne, pour être ensuite initié. Mais suite à une séance très violente avec son grand-père, qu'il a battu à coups de ceinture, il a commencé à se rappeler de ce qu'il avait subi quand il était Katie. À l'école, suite au coup du grand-père, il a été envoyé chez l'infirmière, chez qui il s'était souvent rendu quand il était Katie, et qu'il aimait bien car elle était toujours gentille avec lui. Chez elle, il n'a pas connu d'expérience sexuelle. Il savait qu'elle vivait avec une autre femme, s'habillait souvent en homme et se faisait appeler Freddy. Ce jour-là, quand il l'a vue ouvrant la porte de l'infirmerie, Kerf l'a appelé Freddy, ce dont il n'aurait pas dû se rappeler en temps normal. Elle lui demande « Katie, que fais-tu ici ?» avant de se ressaisir et de revenir dans son rôle d'infirmière. Elle lui a demandé de se déshabiller et a constaté les nombreuses traces de coups et a immédiatement appelé la grand-mère. Barker relate ce qu'il a entendu. Je cite. « J'ai vu Kerf, il est blessé de haut en bas. Il a raconté à tout le monde votre histoire comme quoi il est tombé dans les escaliers. Il est sympa avec ces trucs-là, ne vous inquiétez pas pour cela. C'est pire que ce que vous pensez. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de scandale. Je vais m'assurer que cela restera dans la famille, je ne veux pas rendre de rapport. Je ne pense pas que vous compreniez le problème, je dois en parler à Bob. Le baron n'aimera pas cela. Kerf est plus important que vous ne le pensez, il y a une certaine lignée. Je sais tout à propos de vos lignées, vous me l'avez dit 100 fois. Mais la lignée de sa mère est bien plus importante, c'est pour cela que le comité a mis ses parents ensemble. Est-ce que vous comprenez la signification astrologique de sa conception et de sa date de naissance ? Cela ne doit plus arriver. Bob sera en colère, je vous préviens juste. Vous êtes une salope stupide, ne me menacez plus. Dites à votre démon de mari que s'il refait mal à Kerf une nouvelle fois, vous et lui, vous êtes morts. Fin de citation. Il a été gardé quelques jours à la maison et sa mère a insisté pour qu'il voie moins son grand-père. Quand il retourne à l'école, Bob vient le chercher pour l'emmener chez un membre du groupe dans le quartier où se trouvait le baron. C'est ce jour-là que Bob lui a raconté ce qu'il était arrivé à Sam. Car jusque-là, comme tout le monde, il croyait à la version de l'incendie volontaire par le gamin. C'est ainsi que Kerf a compris qu'il ne pourrait jamais parler des satanistes. Bob lui a expliqué comment son père pouvait avoir un business aussi prospère, et là le baron lui dit de faire Katie avec lui, et Kerf de lui faire sa fellation, en se sentant beaucoup plus forcé que d'habitude, humilié aussi, il a pleuré pendant longtemps. Puis le baron lui montre des photos de lui, quand il s'est déshabillé chez l'infirmière, et il lui explique qu'elles ont été prises par un appareil photo caché dans la pièce. Puis il lui dit qu'il aidera son père à s'acheter une plus grande maison. Kerf savait qu'il était coincé. En le ramenant à l'école, Bob lui a dit que le baron avait enlevé à son grand-père le privilège d'être avec Katie et qu'il n'avait plus à être Katie avec lui.
Mais le baron, lui, allait avoir besoin de Katie. Entrer dans le cercle fermé. Le soir même, Bob emmène Kurf à une soirée chez le baron. Habillés en femme, les deux font leur entrée dans un sous-sol noir qui lui disait vaguement à quelque chose, avec un hôtel et des gens autour, en robe noire et rouge, pour l'une d'entre eux. Le baron, en robe noire et rouge, pour l'une d'entre eux. Le baron a un peu parlé dans cette langue ancienne pour invoquer le démon avant de sacrifier un animal. Au cours du rituel, il a aussi désacralisé puis brûlé une Bible, et tous ont chanté des versets de la Bible à l'envers. Barker raconte qu'à ce moment-là, il a eu l'impression que quelqu'un contrôlait la manière dont il parlait, marchait, se tenait, qu'il n'était plus lui-même. Après le rituel, tout le monde a enlevé sa robe et s'est baladé à poil, à part Bob, lui et la femme en rouge. Il a ressenti qu'il ne faisait qu'un avec eux deux, lui parlait d'une voix de femme, aguichant les hommes nus. Puis tout le monde est monté à l'étage où il y avait des chambres et une orgie a commencé. Il faisait tout machinalement mais se sentait très mal. Le lendemain, le baron lui dit qu'il a été super durant l'orgie, que lui, Bob et la femme avaient agi exactement comme s'il les dirigeait. Il a fait un film très important de tout cela, un homme dont ils se sont occupés à trois et, explique le baron, un important dirigeant d'entreprise. Je cite, « Maintenant je le tiens, vous avez été très bien. Et tu es un jeune gars très talentueux, tu dois être récompensé. Ta famille va avoir la belle grande maison qu'elle veut et je connais l'endroit parfait. » Fin de citation. Barker relate une discussion entre le baron, Bob et la femme en rouge. Bob lui demande « Ça va, Kurf ?» Je pensais que son nom était Cathy, dit la femme. Attends une seconde. Il n'est pas comme les autres. Il se rappelle des choses. Oh, Chaudzy a ruiné trop d'enfants, répond le baron. Quand ses méthodes fonctionnent, c'est génial, mais plusieurs de ses sujets sont morts ou devenus complètement fous. Ces méthodes sont trop expérimentales, et je ne veux pas que celui-ci soit abîmé. Bob utilise différentes méthodes, mais son résultat me plaît. Fin de citation. Dès le lendemain, ses parents ont obtenu l'argent pour acheter une nouvelle maison. Puis il n'a plus été obligé d'aller passer la nuit chez son grand-père, et c'est via l'école que Bob le retrouvait grâce aux connexions avec les Lucifériens. Quand il avait besoin de lui, il suffisait de dire qu'il était malade, et ses parents n'étaient pas informés. Petit à petit, il n'était plus habillé en fille que pour aller servir, entre guillemets, des types, ce qui arrivait de plus en plus rarement. En fait, les relations devenaient plus normales, et les Lucifériens lui expliquaient surtout comment ils fonctionnaient. Il semblait tout savoir sur sa famille, y compris les problèmes financiers de son père. Dans ces cas-là, il s'arrangeait pour amener des affaires en échange de sa prostitution. Je cite, « Je ne faisais pas que des films de chantage. Bob produisait aussi des films pédopornographiques qu'il vendait à de riches aristocrates lucifériens. Avec de la fierté dans la voix, Bob expliquait que des riches aristocrates mettaient ces films aux orgies dans leur villa en Europe. Bob avait étudié quelque chose appelé le sex magic. Il considérait que ces films étaient des travaux magiques dans lesquels les spectateurs pouvaient sentir la présence spirituelle de Satan, écrit Barker. Fin de citation. Il décrit l'un des films auxquels il a participé avec un type habillé en Jésus. Bob, lui et une femme étaient un soldat romain. Ils ont attaché le Jésus, l'ont déshabillé et frappé et ont eu des actes sexuels avec lui. Les films de chantage pouvaient servir simplement à pousser un type avec un penchant pédophile à entrer dans une société secrète luciférienne. Quant au pédoporno, le baron touchait la moitié des bénéfices réalisés par Bob. Après cela, il avait eu des pensées suicidaires. Mais le baron lui a toujours dit qu'il tuerait sa mère si jamais il se suicidait. Il a commencé à déprimer, à rater ses examens au collège et à avoir une crise d'identité. Les bibliothèques secrètes. Barker raconte qu'il a été à plusieurs reprises dans des bibliothèques secrètes. La plus étrange appartenait à deux membres Illuminati connus comme les deux sœurs, deux pédophiles lesbiennes et incestueuses chez qui le baron l'avait amené. Je cite, « Dans leur maison, elles avaient deux petites filles qu'elles emmenaient partout à travers le monde. Ces fillettes n'étaient jamais autorisées à porter des vêtements, excepté des colliers d'esclaves. Elles étaient les esclaves domestiques des deux sœurs. Ces deux sœurs pensaient que dans le futur, tout le monde sera homosexuel et pédophile. Elles pensaient aussi qu'à l'avenir, tous les êtres humains seront soit des aristocrates Illuminati, soit des esclaves. » Fin de citation. Les frangines appréciaient l'art et peignaient bien elles-mêmes, adorant particulièrement les scènes pédopornographiques en tout genre. Elles voulaient rencontrer Kurf en personne après avoir apprécié les films de Bob. Elles avaient aussi un temple satanique dans leur sous-sol, qui ressemblait à un temple égyptien et une bibliothèque avec des livres satanistes, pédophiles, sur l'histoire secrète du monde. Les deux esclaves n'allaient dehors qu'à l'intérieur d'une cage, et la maison était ultra sécurisée. Le baron avait organisé cette visite uniquement pour voir le niveau de sécurité des lieux. La nuit suivante, il a envoyé une équipe qui ont endormi les sœurs au chloroforme pendant qu'elles dormaient, et le baron leur a pris ce qu'elles avaient de plus précieux, leurs livres et les petites esclaves. Début de citation. C'était la punition du comité.
Les deux sœurs étaient Illuminati, mais elles n'étaient pas ce que le baron appelait productives. Le comité attend que ses membres produisent des revenus pour le système Illuminati ou qu'ils servent activement le système d'une façon ou d'une autre. Les deux sœurs étaient Illuminati, les deux sœurs ont passé tous les rituels d'initiation, etc. Mais elles n'ont produit aucun revenu pour le comité, ou n'ont fait aucun travail considéré utile pour le comité. Donc c'était leur punition pour avoir été fainéantes. Après avoir reçu cette punition, les deux sœurs ont bougé à New York et sont devenues recruteuses pour les Illuminati et ont travaillé pour les Nations Unies. Fin de citation. Le baron a gardé la moitié des livres et envoyé le reste en Europe. Il a aussi gardé les deux fillettes pour en faire des servantes. Elles avaient des vêtements et plus de colliers, pouvaient voyager de temps en temps, mais devaient servir des types lors des orgies du baron. En grandissant, Kurf a vu qu'il intéressait d'autres lucifériens que le baron, et pas pour le sexe pédophile. Il explique que le satanisme chez les riches est générationnel. Dans un sens, le sexe pédophile chez les satanistes générationnels est plutôt pour le contrôle mental que pour autre chose. Les abus sexuels entraînent une dissociation chez les enfants. Une fois dissocié, l'enfant est plus réceptif au conditionnement. De riches lucifériens ont des bibliothèques secrètes qui contiennent des connaissances inaccessibles à la majorité des gens. Fin de citation. Quand il a eu 14 ans, le baron lui a dit qu'il était trop vieux pour le sexe et qu'il avait d'autres plans pour lui. Ça voulait dire qu'il n'enverrait plus de business à son père en échange de sa prostitution. Mais il voulait qu'il étudie des livres. Il lui a montré sa bibliothèque secrète dans laquelle les livres donnaient, semble-t-il, la vraie version des grands événements, celle qui était cachée au grand public. Le pouvoir se conquiert et se conserve, par la traîtrise, le mensonge et la corruption. C'était une partie de ce qu'il a appris via ses livres. Barker dit qu'aucun des livres ne mentionnait d'auteur ou de maison d'édition, mais qu'ils avaient tous un logo de hibou sur la couverture ou la tranche. Il y avait des livres sur la manière de corrompre des politiques, avec des exemples de la manière dont certains politiciens avaient été corrompus par des lucifériens. Il y en avait aussi un qui expliquait comment transformer un enfant en prostituée, intitulé « L'entraînement de l'enfant animal humain », pour l'objectif de la prostitution. Donc en anglais c'est « Human Child Animal ». Et en partie écrit par un psychiatre nazi non cité qui travaillait dans des camps de concentration et qui avait été ramené aux USA via le projet Paperclip. En gros, il disait qu'il fallait les dresser comme on dresse un chien à obéir. Le livre expliquait ensuite comment obtenir un enfant pour en faire un prostitué en l'enlevant ou en créant une personnalité altère. Mais le livre disait qu'il y avait une meilleure technique. Il faut trouver un enfant intelligent, calme et avec une faible estime de lui, si possible, pas aimé par sa famille. L'entraîneur doit gagner la confiance de l'enfant et développer avec lui une relation secrète. Le baron l'a aussi amené dans une bibliothèque dans un autre état tenu par des marianistes hérétiques, les nobles suiveurs de Marie. Il voulait accéder à leur bibliothèque qui lui était interdite, et en particulier à un livre. Apparemment, les marianistes, qui n'ont rien à voir avec le satanisme, ont accepté de voir Kurf suite au versement par le baron d'une forte somme d'argent. Le baron l'a déposé, les marianistes sont venus le chercher, et il s'est senti tout de suite bien et en sécurité avec eux. La bibliothèque ressemblait à une église et vibrait comme un lieu sacré. On lui a édicté les règles pour y accéder, et on lui a apporté le livre que le baron voulait qu'il voie. Il n'avait pas le droit de le toucher, on tournait les pages pour lui. Selon eux, le livre était fait en peau humaine et la tranche était renforcée par des os humains. C'était, je cite, le livre des ombres de Suzanne l'empoisonneuse. Il était écrit à la main en ancien anglais. Il racontait la vie de cette femme pendant la chasse aux sorcières dans un village où la plupart des gens descendaient des druides mais avaient été convertis au christianisme. La famille de Suzanne a pu échapper aux chasseurs de sorcières après qu'elle ait décidé d'en appeler à Satan. Puis la famille a massacré une famille de riches chrétiens et pris leur place tout en continuant à adorer Satan. Suzanne a monté dans la société en se mariant avec un noble. Elle a développé un couvent de sorcières et le livre donne des recettes de poison ou de formules pour invoquer des démons. Il y est retourné plusieurs fois pour copier les formules exactement. Mais les marianistes lui ont proposé de les écrire à sa place, pendant qu'il discutait avec eux dans une chapelle à côté. Kurf a réalisé rapidement qu'en réalité les marianistes ont accepté l'argent du baron pour pouvoir avoir accès à lui, et pas pour les espèces sonnantes et trébuchantes du sataniste. À force, Barker a envisagé puis compris une autre philosophie, une autre spiritualité, concevant Dieu comme une figure maternelle. Les marianistes lui ont expliqué que si les lucifériens en avaient autant après lui, c'est parce qu'ils avaient étudié sa lignée et qu'ils descendaient du roi Salomon et de beaucoup de francs-maçons et de lucifériens de haut rang. Ils ont expliqué que les lucifériens ont agi dans la vie de ses parents sans qu'ils s'en rendent compte, utilisant des envoûtements pour qu'ils tombent amoureux. Ils ont choisi Kurf parmi les enfants du couple parce que les autres ne correspondaient pas. Ses parents ne voulaient plus d'enfants, mais les lucifériens se sont débrouillés pour qu'ils naissent quand même et soient conçus à la période voulue.
Les marianistes lui ont aussi montré un autre livre parlant de Suzanne l'empoisonneuse. Écrit par un contemporain de Suzanne, le livre racontait qu'elle avait dû se faire baptiser pour échapper une nouvelle fois à la chasse aux sorcières. Puis elle a rejeté le satanisme et a converti certaines femmes de son couvent. Kurf a décidé de ne pas en parler au baron, car il n'aimerait pas la fin de l'histoire. La dernière fois qu'il y est allé, les marianistes lui ont dit que depuis des années, ils avaient décidé de ne plus accepter de nouveaux membres et que la bibliothèque allait bientôt être fermée. Ils voulaient vendre les livres à des riches collectionneurs. Le mariage de la bête. Kurf allait avoir 16 ans, et quand il a revu Bob, parti depuis plus d'1 an pour des missions à travers le monde pour le baron, il l'invite à une soirée chez le baron, une soirée normale, pour rencontrer des gens importants et l'introduire, mais Kurf ne veut pas y aller. Bob lui montre alors des photos de lui et de sa mère, prises à leur insu, en mode filature. Il lui fait écouter des enregistrements de sa maison, pris par des micros cachés. À la soirée, quelques jours plus tard, tout le monde était chic, ambiance jazz, quand une femme crie à la vue d'une femme pendue à un arbre dans le jardin du baron. Puis tout le monde rigole, se disant qu'évidemment c'est une mauvaise blague du baron, qui confirme. Mais quelques minutes plus tard, Bob lui demande de l'aider à décrocher la femme avant que les invités se rendent compte qu'il s'agissait d'un vrai suicide. La femme avait une robe sale et des marques de coups sur le visage et sur les jambes. Elle avait des marques de piqûres sur les bras comme si elle se shootait à l'héroïne. Bob la connaissait, elle s'appelait Daisy. Il propose de l'enterrer dans un parc ou de faire disparaître le corps. Un autre propose de la pendre ailleurs. Le baron arrive à son tour, expliquant qu'elle lui avait encore demandé de l'argent il y a peu et qu'il avait refusé. Elle ne lui servait plus à rien depuis longtemps. Décision est prise de déplacer le corps pour le pendre ailleurs. Malgré l'autopsie, ça passera, car un type du groupe a déjà corrompu le légiste qui réalise toutes les autopsies du district. Il décide de rédiger un mot de suicide aussi. À cette soirée, le baron lui a aussi dit qu'il allait être initié, et c'est Bob qui lui a précisé qu'il s'agit d'une initiation dans l'Église internationale de Satan. Avec à la clé, des relations sexuelles entre une femme qui représente l'Église de Satan et un bouc, qui symbolise Satan lors de cette cérémonie de mariage. Les lucifériens appellent cette cérémonie le mariage de la bête. Pour y échapper, Kurf s'est mis le pied sous une tondeuse. Il n'a plus pu marcher pendant des mois. Après cela, Bob le recontacte et lui dit qu'il n'est plus aussi loyal qu'avant avec le baron. Il a parlé avec un jeune membre des marianistes, James, avec qui Kurf avait déjà parlé à la bibliothèque, et qui lui a proposé un plan pour réduire le pouvoir du baron. Bob lui dit aussi que le baron n'est pas dupe de son accident, et qu'il va devoir passer devant lui et 2 représentants du comité capables de le tuer s'il n'est pas convaincant. James lui a alors donné la seule copie existante du livre des ombres de Suzanne l'empoisonneuse pour le donner au baron. Pour éviter cette initiation, il leur fallait un plan. Mais il ne pouvait pas fuir le baron. Il devait s'y confronter pour éviter les représailles sur sa famille. Bob et Kurf se rendent donc chez le baron et sont amenés dans le sous-sol noir où il les attend dans une robe noire entourée de 2 autres types en robe. Il lui demande ce qu'il a à dire pour se défendre, et Kurf lui tend le livre de l'empoisonneuse. Le baron le prend avec joie et demande à voir la blessure de Kurf. En la voyant, le baron dit, je cite, « Oh mon pauvre, j'avais tellement d'espoir pour toi. Tu aurais fait un si bon sataniste. Mais tu l'as rejeté à cause d'une stupide superstition. Tu as tourné le dos à la grandeur et à la gloire. » Fin de citation. Puis il dit à Bob qu'il avait quand même un problème parce que Kurf en savait trop pour rester en dehors du système. Et, je cite, « S'il n'accepte pas l'initiation et ne fait pas le serment du secret, nous ne pouvons simplement pas le croire. » Fin de citation. Bob a alors proposé de faire appel à 2 scientifiques du groupuscule qui travaillent sur MKUltra pour effacer sa mémoire. Bob promet sur sa vie de faire cela. Kurf n'a plus jamais revu le baron. Les 2 scientifiques dont parlait Bob étaient dans le camp des marianistes. Durant son année d'absence, Bob avait aussi rejoint leur camp. Depuis un moment, il avait compris que s'il s'était fait laver le cerveau, et bien que le baron lui avait demandé de filmer les rituels sataniques partout dans le monde, il les avait rejoints grâce à un intermédiaire pour se faire déprogrammer. Il restait encore du chemin à faire au niveau des sentiments, des notions de bien et de mal, mais Bob avait fait un long chemin, écrit Barker. La résistance. Barker évoque les marianistes, mais aussi une résistance plus générale à la Society of Lucifer, dont le symbole serait le signe astrologique de la planète Jupiter. Il explique qu'ils ont considéré que le mieux pour la sécurité de tous était de ne pas parler au comité et du reste. Kurf a entamé une thérapie auprès du couple de scientifiques. Je cite, « Ils étaient membres d'une société secrète qu'ils appelaient les Illuminati. Ils les avaient rejoints quand ils étaient jeunes et idéalistes. Ils avaient cru que les Illuminati allaient créer une utopie et un gouvernement mondial. Ils avaient une conception idéaliste de ce à quoi ressemblerait ce gouvernement mondial. Ils imaginaient une version moderne de la République de Platon. » Fin de citation. Ils avaient été recrutés après la Deuxième Guerre dans un des nombreux projets de recherche liés à MKUltra
en pensant que cela permettrait d'aider les gens en reprogrammant ceux qui avaient des problèmes mentaux ou étaient des criminels pour les rendre meilleurs. Au bout de quelques années, ils ont compris comment le système fonctionnait en réalité, que certains leaders pratiquaient des formes extrêmes de satanisme, qu'il y avait des viols de mineurs, du cannibalisme, des sacrifices commis par des Illuminati. Je cite, Barker écrit que les sociétés secrètes lucifériennes qui étaient contrôlées par les Illuminati et qui les servaient étaient juste des organisations criminelles. Selon Barker, les Illuminati dirigent le comité avec le baron à sa tête, qui lui-même a des tas de sous-fifres. La société de Lucifer est un terme générique en quelque sorte. Le but réel des sociétés secrètes est de s'assurer que les riches aristocrates restent riches et au pouvoir, écrit-il. Elles existent depuis des siècles. À l'intérieur des Illuminati, il y a certains qui aimeraient réformer, sans détruire, sans effacer, mais toujours pour prendre le pouvoir mondialement. Le groupe de résistance derrière le symbole de Jupiter était dans cette optique. Je cite, ils voulaient en finir avec les abus MK-Ultra, la prostitution des enfants et les rituels sataniques violents pratiqués par certains groupes. Les leaders de la réforme, comme le couple de scientifiques, voulaient normaliser les pratiques rituelles lucifériennes. Puis il rappelle que les leaders Illuminati sont des satanistes hardcore et que ces histoires d'utopie ne sont que des conneries. Je cite, la vérité est que les vrais leaders des Illuminati sont des satanistes hardcore. Leur but est de détruire le monde naturel via la géo-ingénierie et de détruire la race humaine pour la remplacer par des genres de créatures intelligentes déshumanisées. Mais la plupart des membres de ce groupe de résistance Jupiter ne le comprennent simplement pas. Ils pensent que les Illuminati peuvent être réformés de manière à faire vivre leur propagande de recrutement idéaliste. Fin de citation. Il considère que le groupe est peu nombreux et se consacre d'après lui à 5 activités. Les thérapies, la diffusion d'informations, les activités organisationnelles, organiser le passage des évadés, renforcer le secret. Au sujet de la notion de nouvel ordre mondial, Barker explique qu'il y a aussi plein de gens qui ne font pas partie officiellement des Illuminati, mais qui travaillent pour eux et qui connaissent leurs objectifs. Je cite, la phrase nouvel ordre mondial se réfère au but des Illuminati, et beaucoup des membres de l'élite globale qui sert le nouvel ordre mondial sont aussi idéalistes et naïfs. Et ces idéalistes globalistes ignorent la gravité des abus, du contrôle mental et de la violence utilisée dans certaines sociétés secrètes lucifériennes. Fin de citation. Selon Barker, Bob et les autres essayaient de les avertir de ce qu'il se passe vraiment. Barker raconte les réunions de ce groupe pour s'organiser dans cette résistance, les décrivant comme désorganisés. Certains membres retournaient travailler pour les Illuminati, comme Bob, qui est retourné travailler pour le baron. Il a continué à faire des films pédoporno ou à filmer des rituels, tout en montrant certains à des personnes non autorisées pour qu'elles comprennent ce qu'il se passe. Durant ce temps, Barker a appris comment réaliser les thérapies telles que celles qu'il avait suivies. Il explique aussi que les thérapies organisées par ce groupe ne s'adressaient pas à des victimes trop instables avec des haltères qui ont subi les traumas les plus graves liés à MK-Ultra. Mais lui voulait aider ces personnes. Il a aussi voulu aider des gens qui tentaient de se remettre d'une addiction à boire du sang plein d'adrénaline. Barker dit que beaucoup des films tournés par Bob dans les années 70 et 80 ne montraient pas de sexe et rien d'intéressant, comme des vieux à poil en train de faire des rituels chiants, et d'autres étaient même grotesques. Mais certains étaient très violents. Barker dit qu'un film montre un jeune travailleur mexicain immigré, violé et torturé à mort par un groupe de satanistes en Californie dans le sous-sol d'une habitation. La victime était attachée au pied d'une table en bois. Il y avait des adultes, tous nus, dont certains portaient des chapeaux avec des cornes, et des enfants qui assistaient à la scène. Barker décrit toute la séquence. Le film commence avec un des hommes de l'assistance qui viole la victime alors qu'elle est solidement attachée à une table. Le jeune Mexicain commence par s'énerver pour tenter d'éviter le pire, qu'il presse, pour finalement supplier les bourreaux de le laisser. Puis une femme lui dit qu'elle va lui mettre une bouteille dans l'anus et la casser avec un marteau et qu'elle commence à le violer à son tour, casse la bouteille et le frappe avec une cravache. Elle lui montre un débris de verre et la cravache et le force à choisir un des deux. Il choisit la cravache et elle lui demande de lui dire bien fort ce qu'il veut qu'elle fasse avec. Frappe-moi, répète la victime en espagnol, bien fort comme la femme l'avait exigé. Ensuite, la femme prend un fouet en fil barbelé et lui dit que comme il l'a demandé à être frappé, il va l'être vraiment. Avec une autre femme, elle commence à la fouetter pendant que d'autres se masturbent et d'autres encore fumaient des joints, buvaient dans un autre coin de la pièce. Le jeune homme hurlait à l'agonie, puis il est mort. Ensuite, ils lui ont coupé la gorge et ont récupéré son sang dans un grand conteneur. Chacun y a trempé sa coupe pour boire le sang avant de se livrer à une orgie en écoutant une messe satanique d'Anton LaVey, fondateur de l'Église de Satan et auteur d'une Bible satanique en 69. D'après Bob, il s'agissait de gens de bonne famille, dans la politique et le commerce. Ils lui ont dit qu'ils espéraient que le comité apprécierait le film. D'après Barker, ce n'était pas le pire film qu'il ait vu, et le plus souvent les sadiques étaient des gens bien sous tout rapport, faisant partie du gratin de la société.
Puis Barker revient sur ce jeune type, James, rencontré chez les Marianistes, celui qui avait aidé Bob à changer. Lui voulait vraiment mettre à terre les réseaux de prostitution pédophiles qui pourrissent le monde. Il savait que les Illuminati ne pouvaient pas être réformés, ne croyait pas au nouvel ordre mondial et voulait tenter de briser la plutocratie et de construire la démocratie. Au début des années 80, Barker écrit que le baron a découvert l'existence du réseau de résistance Jupiter et l'a détruit. Il explique que ce qui avait le plus énervé le baron était que Bob avait montré ses films à trop de monde, car en faisant cela, il sabotait le plan des Illuminati. Selon Barker, cela a certainement contribué à ralentir le processus du nouvel ordre mondial. Pour se venger, le comité a envoyé des professionnels pour forcer le couple de scientifiques à se suicider. Autrement, ils tuaient leurs enfants. Barker raconte que pour la première fois de leur vie, ils auraient prié Dieu avant de mourir. Une autre équipe s'est occupée de la sœur de Bob, de son mari et de ses enfants. D'autres membres de cette résistance ont été capturés, torturés et tués, et quelques-uns seraient parvenus à s'échapper, parfois avec l'aide de James. Barker écrit que James lui a expliqué que les marianistes de la bibliothèque pensaient qu'il était une réincarnation de Suzanne l'Empoisonneuse, passée du satanisme au christianisme. Après cela, Barker dit qu'il est resté tranquille de nombreuses années, ne voulant rien faire pour énerver ce comité. Il s'est converti et a rejoint une église chrétienne. Puis il a commencé à parler dans l'émission de radio d'un ami d'enfance, Thought Crime Radio, d'abord d'ovnis et de transhumanisme, puis de satanisme. Il a aussi écrit plusieurs livres sur le contrôle mental et la manière de s'en sortir, des sortes de guides pratiques. Il a aussi écrit sur les délires rituels et les objectifs des satanistes. Le livre se termine avec une dernière information. Barker explique qu'il a appris, par une connaissance du milieu, bien des années après toutes ces histoires, que son bourreau, Shotzi, avait connu une fin tragique. Son groupe était devenu accro au sang adrénalisé, surtout celui des enfants, qu'ils enlevaient et torturaient pour boire leur sang. Un jour, ses copains étaient assoiffés et l'ont carrément zigouillé pour boire un coup, explique Barker. Le tout a été filmé. Voilà en gros ce que Clive Barker écrit dans ce livre. J'avoue que c'est la première fois que j'ai connaissance d'un tel récit. Il donne une vision que j'ose qualifier de soft des pratiques de la majorité des satanistes qui m'interrogent. Parmi les affaires que je connais, certaines ont révélé des pratiques révélant de diverses formes de ce que j'appelle satanisme comme un terme générique. Il y a des pratiques à tendance vaudou, sans meurtre ou sacrifice, d'autres plus marquées. Il y a toujours une initiation progressive des victimes à des pratiques qui vont crescendo. En ce qui concerne une éventuelle lutte interne dans ces groupes de dingues, il semblerait qu'une rivalité entre satanistes vieille école et les lucifériens soit en cours. Mais d'après ce que j'en sais, les deux se valent, dans les pratiques comme dans les résultats, qui sont loin d'aller dans l'intérêt commun. Le témoignage de Barker est intéressant. Il y a un aspect insider assez rare qui permet d'expliquer le fonctionnement d'un groupe précis à un moment précis. Car les faits racontés par Barker remontent à 30, 40 ou 50 ans. Et il semble évident que ces structures ont évolué, de même que leurs méthodes. Je crains aussi que le phénomène se soit amplifié, car les témoignages se multiplient bien qu'ils soient systématiquement ignorés, voire étouffés. Podcast. Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 31. Le réseau Barker. Donc c'est la deuxième partie. Cannibale, buveur de sang humain et adepte satanique de haut niveau. Dans son deuxième livre, Cannibalisme, Blood Drinking and High Adept Satanism, Barker tente une explication de ce qu'est le satanisme. Il a été forcé par des satanistes à la prostitution quand il était enfant et adolescent, pour faire des films pédopornographiques, mais aussi pour corrompre divers personnages utiles au réseau. Ensuite, les satanistes qu'il fréquentait voulaient l'initier, mais il a pris ses distances et a fini par fuir. Dans ce livre, Barker décrit de l'intérieur le fonctionnement des satanistes qu'il a connus, leurs méthodes et leurs objectifs. Ce qu'il dit dans ce domaine correspond à ce que j'ai pu comprendre jusqu'à présent, mais il y a une ou deux thématiques que Barker aborde et qu'il m'est impossible de suivre, comme les extraterrestres ou les démons. Le résumé de qui suit insiste sur les aspects les plus factuels du livre. Une définition du satanisme. Il considère qu'il y a différentes formes de satanisme, mais que leur motivation est toujours la même, imposer un pouvoir mondial. Il considère, bien qu'il y ait de petites différences purement esthétiques, que satanistes et lucifériens, c'est la même chose. Il explique ainsi différentes formes de satanisme. Des athées qui rejettent le christianisme en structurant ce rejet par des rituels, de vrais païens qui veulent retourner à des religions pré-chrétiennes, ceux qui s'identifient au mystère de l'Égypte, de la Grèce et de la Rome ancienne, des lucifériens qui sont des francs-maçons de haut niveau et se réclament davantage de la franc-maçonnerie que du satanisme, les gnostiques qui voient Lucifer comme l'apporteur de lumière,
Les satanistes entre guillemets socialistes, comme la Fabian Society, qui veulent imposer un socialisme mondial décrit par H.G. Wells dans New World Order. Des scientifiques rationalistes, qui voient le satanisme comme un moyen de rejeter les superstitions et les autres religions. Ils sont souvent proches des athées. Pour Barker, le mouvement transhumaniste qui rêve de remplacer l'homme par des robots plonge ses racines dans des délires satanistes. Je cite Julian Huxley, qui a été le premier fondateur du mouvement transhumaniste, était un membre de la société dite luciférienne, écrit Barker. Il était également donc beaucoup dans les mouvements eugénistes. Ceux qui sont à 100% versés dans l'occulte, comme ceux qui croient en la théosophie et à l'ordre de la Golden Dawn. En effet, on m'a déjà beaucoup parlé de ces groupes en me disant d'y faire très attention car ils sont en force. Ces mouvements utilisent des sociétés, des ONG écrans et tentent de peser au maximum sur les orientations des institutions internationales, l'ONU en premier lieu. D'autres veulent regrouper toutes les religions du monde en une seule. Cela semble être l'objectif de la Lucis Trust, qui était à l'origine appelée Lucifer Publication et qui est maintenant associée aux Nations Unies. Ces groupes aussi, en effet, sont présents dans les instances de l'ONU. Et enfin, il y a ceux qui vont dans le satanisme pour obtenir des pouvoirs magics, c'est ainsi que Aleister Crowley écrivait le mot magique, pour manipuler les autres. Les adeptes de Crowley étaient dans cette veine. Je cite La plupart des satanistes ne pratiquent pas le cannibalisme, ne boivent pas de sang et ne pratiquent pas le sexe déviant, mais la minorité qui s'adonne à ces pratiques est très significative et influente sur le mouvement international. Les satanistes les plus puissants financièrement dans le monde sont de très riches aristocrates qui contrôlent de vastes ressources. Ils maintiennent leur pouvoir à l'aide de criminels accomplis, et les plus dangereux de ces criminels sont des satanistes qui pratiquent le cannibalisme et boivent du sang. Fin de citation. Écrit Barker, qui ajoute qu'au-dessus encore de ces plutocrates, une élite d'amis qui tiennent le pouvoir, et leur bras droit, il y a ce qu'il appelle les hauts adeptes satanistes, des occultistes qui manipulent les gens grâce à des pouvoirs qu'ils auraient, et qui prendraient ainsi possession du monde. Les mystères du Sphinx, éducation sexuelle. Dans son autobiographie, Barker a raconté un épisode où le chef du groupe satanique, le baron, l'a amené chez deux frangines Illuminati lesbiennes et pédophiles. Elles avaient une impressionnante bibliothèque et pensaient qu'il leur fallait découvrir les mystères du Sphinx pour accéder au pouvoir mondial. Leurs parents, écrit Barker, étaient frères et sœurs, mariés et satanistes. Apparemment, ils croyaient fermement au délire d'un disciple sataniste de Freud, je cite, « Ce psychiatre sataniste a projeté que dans le futur, tout le monde aura une promiscuité sexuelle, parce que la répression sexuelle était la base de toutes les névroses. Par conséquent, le gouvernement exigera une promiscuité sexuelle de tous ses citoyens afin de guérir la société de la névrose. En outre, cet auteur satanique a fait l'hypothèse que dans le futur, tout le monde sera tenu par la loi d'être homosexuel. Ce serait une méthode de prévention de la surpopulation. Il a prédit que pour accepter cette orientation sexuelle contre nature, les gens devraient être continuellement socialisés dès la naissance et tout au long de leur enfance. Alors l'éducation pédophile des enfants deviendra alors la norme, écrit Barker. Voilà qui est intéressant parce qu'en filigrane, l'objectif de l'éducation sexuelle, made in ONU Kinsey, est bien celui-là. Puis les parents devenus homos se sont séparés, prenant chacune des deux filles avec eux et coupant le contact. Chacun des parents, cependant, leur a fait expérimenter dès l'enfance les relations pédophiles homosexuelles. Puis une fois adultes, elles se sont rencontrées et se sont mises ensemble. À ce moment, leurs parents les ont initiées dans le satanisme. Ensuite, selon Barker, elles auraient été recrutées par les Illuminati. Bref, lors de cette visite chez les deux sœurs, il était temps de passer à table. Barker explique que sur la table, le plat était constitué de diverses viandes, porc, poulet, dinde, bœuf, mouton et viande humaine, le tout avec des épices et un mélange de ketchup et de sang humain. Les deux sœurs ont alors expliqué d'où venait cette viande de bétail humain. Je cite, « Elles expliquent qu'une fois par an, elles récoltent une famille de travailleurs migrants. Pendant l'été, les routes du Midwest étaient fréquentées par des voitures et des camions avec des familles de pauvres travailleurs, parfois sans papier. » Fin de citation. Les deux frangines envoyaient les sbires, des femmes en apparence très bien, très chrétiennes, avec des croix autour du cou et des bibles dans les mains, qui venaient frapper à la porte de ces familles, pauvres mais en bonne santé, et leur amener à manger. Évidemment, la nourriture était bourrée de drogue. Quand toute la famille s'était endormie, tout le monde était ramené en vanne, après une journée on leur donnait énormément d'eau, puis quand toutes les drogues étaient parties, on les tuait. Mais le but était de les découper alors qu'ils étaient encore vivants, devant le reste de la famille. Une famille leur suffit pour 1 an, car elle consomme de la viande de bétail humain avec modération, mais d'après ce que décrit Barker, avec une grande délectation. Une partie du sang était récupérée à des fins culinaires.
À ce sujet, la description de Barker n'est pas sans rappeler la soirée Devil's Haven de Lady Gaga et Marina Abramovic, dont nous sommes censés considérer qu'il ne s'agit que d'une performance artistique à l'occasion d'une banale soirée VIP. Je ne dis pas que les invités ont mangé de la viande humaine et bu du sang à cette soirée, mais la symbolique n'est certes pas innocente. Les deux sœurs expliquent aussi à Barker que le sphinx est le symbole parfait du cannibalisme aristocratique, des lucifériens. En effet, il a un corps de lion qui mange les humains et une tête d'humain. Barker dit que partout où on voit de grands sphinx, c'est qu'il y a des satanistes. L'objectif de cette visite pour le baron était de repérer l'emplacement de leur bibliothèque, bien cachée dans les sous-sols. Mais il craignait qu'elle ne les y enferme, comme elles avaient l'habitude de le faire. Apparemment, quand le baron a mentionné la Dark Mother, la mère noire qui serait leur supérieure, cela leur a fait suffisamment peur pour éviter de se faire enfermer. Elles avaient de nombreux livres sur le cannibalisme, le satanisme, la pédophilie, le sexe et pas mal de films et de photos pédopornographiques à vomir, dont l'une le montrait allongé sur un autel. Certaines photos valaient plusieurs milliers de dollars, explique Barker. Par exemple, une photo en noir et blanc montrant une fillette nue qui est devenue la femme d'un sénateur qui valait une petite fortune. Le baron a expliqué à Kerf que les deux frangines étaient en délicatesse avec la Dark Mother, leur supérieure Illuminati, car elle ne rapportait pas assez d'argent et ne rendait pas assez de service au groupe. Du coup, elle a envoyé le baron et ses hommes leur piquer leurs livres, leurs biens et leurs esclaves. L'ONU, instrument du lobbying international. Pour se racheter, la Dark Mother leur a demandé de rejoindre un think tank qui travaillait pour l'ONU. Je cite: On m'a dit que beaucoup des élites des Nations Unies sont des cannibales pratiquants qui gardent des esclaves. Cela correspondait bien aux deux sœurs, écrit Barker. Ce think tank était un groupe d'intellectuels qui font des plans pour la prise de pouvoir mondial par l'ONU. Ils faisaient aussi des plans pour créer une nouvelle civilisation pour la race humaine une fois cette prise de pouvoir effective. Fin de citation. Barker explique que tous les gens de l'ONU et des think tanks autour ne sont pas des pédophiles cannibales et lucifériens, mais selon lui, sont tous des tarés. Je cite: Si vous ne me croyez pas, lisez l'agenda 21 de l'ONU. Si l'agenda 21 fonctionne, cela prendrait tout le pouvoir des gouvernements nationaux et locaux afin que les plutocrates qui tiennent l'ONU aient le contrôle total des ressources partout dans le monde. Fin de citation. Ce texte est effectivement incroyable. Il vise à organiser toute la société et à la contrôler et à tout planifier, y compris sur le plan démocratique, et cela au nom du développement durable. Ne lisez pas à ce sujet les articles des médias commerciaux. Ils ont juste retapé les communiqués de presse et sont loin de la réalité de ces textes. Mais laissons poursuivre Barker, je cite. Toute la nourriture, toute l'eau, les animaux et les humains seront contrôlés par les élites globalistes. Tout le monde sera contraint de vivre dans des zones de peuplement, tout le monde sera tracé et contrôlé. Des réserves en fait. Le pire, c'est que c'est écrit noir sur blanc dans les textes officiels. Mais nos élites font comme si cela n'y était pas, et comme si l'agenda 21 était formidable pour l'humanité. On comprend mieux comment des horreurs pareilles sortent en permanence des crânes d'œufs de l'ONU quand on sait qui sont ces gens et ce qu'ils défendent. L'objectif est de mettre tout ce machin en place d'ici 2050, donc demain. Je cite: La plupart des gens ne comprennent pas que le bâtiment des Nations Unies entier est un temple satanique. Il y a même dans une petite pièce, appelée la Meditation Room, la salle de méditation, un hôtel satanique. Mais on ne la vend pas comme cela sur le site de l'ONU, on dit qu'il s'agit d'une salle ouverte à toutes les religions. La peinture abstraite au fond montre une faucille qui représentait le sacrifice humain de la planète Saturne. 10 sièges qui représenteraient les 10 rois satanistes quand l'ONU aura pris le pouvoir font face à l'autel. Sur le cannibalisme. Au sujet du cannibalisme, Barker explique que ce que lui a raconté le baron. Les satanistes cannibales des villes de la côte Est sont nombreux et bien organisés. Des entreprises cachées derrière des sociétés écrans vendraient de la viande humaine de qualité à des prix élevés, grâce au flot incessant de travailleurs clandestins et leurs enfants. Les otages sont ensuite gardés et engraissés dans des maisons secrètes, puis des ruches cannibales les choisissent sur photo et avec quelques infos en plus. Parfois, certains sont torturés pour que le sang se remplisse d'adrénaline, ce qui est très recherché semble-t-il. Ce genre de pratique serait commune aussi bien aux chrétiens qu'aux juifs. La viande humaine sera ensuite préparée et conditionnée comme la viande animale. Bob, qui était en quelque sorte l'éducateur de Barker dans le satanisme, lui aurait encore précisé que des politiciens, aussi bien démocrates que républicains, mettaient de la viande humaine dans les plats servis à leur dîner de levée de fonds. Les lucifériens le savent, pas les autres. Bon appétit. Barker explique que le baron n'appréciait pas la forme de cannibalisme pratiquée par les deux sœurs. Il préférait le cannibalisme philosophique pratiqué par les élites satanistes. Barker évoque aussi des films amateurs qu'il a vus, faits par des Illuminati de haut rang qui s'adonnaient au cannibalisme. La qualité des films était très bonne, selon Barker.
Certains de ces films avaient été tournés dans la villa d'un des membres du comité, c'est-à-dire le haut de la hiérarchie sataniste, un autre chez un très riche patron d'entreprise américaine. Les films étaient tournés dans les années 70 par Bob, qui avait été missionné pour filmer les pratiques satanistes à travers le monde. Bien qu'habitué à filmer de la pédopornographie, il a été choqué par certains rituels de sacrifice et de cannibalisme. Il a fait des copies qu'il a montrées à des lucifériens qui ne pratiquaient pas cela et qui ont aussi été choqués. L'un des films en noir et blanc montrait deux vieilles dames, souriantes, dans une belle et grande cuisine, en train d'égorger un bébé de quelques mois, de récupérer le sang et les organes, tout en expliquant gentiment ce qu'elles faisaient, comme une émission culinaire classique. Puis elle recommence avec une petite fille noire. Elle garde la nappe pleine de sang en souvenir avant de passer à l'étape de la préparation. Enfin, le film montre le repas avec tous les convives en tenue de soirée se délectant des plats. Deux des convives, un jeune couple, ont été installés dans l'axe de la caméra au bout de la table. L'homme demande pourquoi ils sont filmés et on lui répond qu'il est son nouvel employé et ami et qu'il voulait filmer cet événement spécial pour célébrer leur amitié. On leur explique qu'ils vont avoir un plat spécial avec un porc spécial, très rare et délicieux. Au cours du repas, les invités plaisantent au sujet de la viande sans que le couple n'y comprenne rien. On explique à Doug qu'on comptait vraisemblablement le faire monter dans la hiérarchie de la boîte, qu'il devait oublier la morale, considérer le public comme du bétail. Je cite : « Je ne veux pas que tu sois un leader d'hommes, lui dit son hôte. Je veux que tu sois un gardien de bétail. Tu es un aristocrate maintenant, tu es un des nôtres. Tu dois penser différemment à leur sujet. » Fin de citation. Tout à la fin, on leur montre deux plats sous cloche. En enlevant la cloche, ce sont les têtes des bébés qu'ils voient. La femme tombe dans les pommes. Le gars demande si ce sont des têtes de poupées. Tout le monde rit gaiement. Puis il comprend ce qu'il vient de manger et s'évanouit à son tour. Puis il se relève et rejoint le délire. En fait, selon Barker, les deux avaient déjà rejoint le satanisme, c'était seulement la première fois qu'ils mangeaient des êtres humains. Ce leader Illuminati avait pour délire numéro 1 qu'il voyait comme l'acte démoniaque suprême de faire manger par une mère son propre nouveau-né. Cette scène-là également a été filmée dans la même pièce avec le même angle que le film précédent, mais les convives semblaient un petit peu plus sombres, à Curve. Le scénario a été le même, jusqu'au plat avec la tête de l'enfant qu'ils ont montré à la mère, mais elle a été tuée ensuite. Un troisième film décrit par Barker est simplement insoutenable, je résume. Une femme attachée à une table est en même temps violée et mangée par des dingues procédant de manière chirurgicale. Parfois, il brûlait ses blessures pour éviter qu'elle ne meure trop vite, raconte Barker, qui décrit une scène d'un sadisme absolu que j'aurais du mal à retranscrire ici. Ce film a été tourné par Bob, qui le lui a montré, ainsi que quelques autres, en revenant de sa tournée européenne. Bob lui a expliqué que cette femme avait été retenue et torturée pendant des semaines avant cette mise à mort filmée. Selon Bob, ces films ne servaient pas qu'au sadisme sexuel, il s'agissait aussi d'un entraînement du chef Illuminati sur ses employés pour les désensibiliser. Il les forçait ainsi à être sans foi ni loi dans leur pratique professionnelle au quotidien, à traiter des gens comme des objets. Suite à cette tournée de Bob, Bob a été passablement écœuré et il a en partie voulu quitter ce système, raconte Barker. Pendant une dizaine d'années, Bob a fait des copies de films qu'il devait tourner. Son but était de les montrer à des satanistes moins criminels pour les choquer et les retourner, afin de changer le système luciférien de l'intérieur. Finalement, son manège a été repéré et Bob a été liquidé par le réseau. Selon Barker, il est impossible de changer quoi que ce soit au système depuis l'intérieur, car le haut de la hiérarchie ne laissera jamais tomber ni son pouvoir, ni ses plans. L'initiation. Quand le baron voulait initier quelqu'un, il organisait une cérémonie dans la nuit du 7 au 8 septembre. Il n'y a qu'une date par an, d'après Barker. La cérémonie consistait à des rituels de sacrifice et des orgies sexuelles, dont le clou du spectacle était la copulation d'une femme et d'un bouc auquel on avait mis une couronne et une cape. Apparemment, le bouc représente Satan et est carrément vénéré pendant la cérémonie avant d'être sacrifié et cuisiné. Après, ils boivent le sang et passent à l'orgie, et après l'orgie, ils mangent la viande. Cette cérémonie est appelée le mariage de la bête. Au cours de cette cérémonie, qui a lieu à 13 ans pour les garçons, leurs diverses personnalités sont réunies. Barker écrit qu'on lui a expliqué que cette idée de fractionner la personnalité des enfants était venue en Europe quand, pendant le Moyen-Âge, les satanistes ont dû dissimuler leurs croyances. Les enfants étant trop jeunes pour la duplicité, on les traumatisait pour fractionner leur personnalité avec un côté de bon chrétien qui passait bien en société et un côté sataniste caché. Lors de la cérémonie des 13 ans, le garçon devait avoir sa première éjaculation et sacrifier un animal. À la fin, la personnalité chrétienne était tuée et le garçon savait qu'il était 100% sataniste. Pédopornographie.
D'après Barker, le baron tirait pas mal d'argent de la vente de pédopornographie dont la clientèle était constituée par ceux que Barker appelle les aristocrates lucifériens. Depuis ses 7 ou 8 ans, Kurf avait été forcé par le baron de tourner dans de nombreux films pédoporno, souvent filmés par Bob et qui étaient distribués partout dans le monde. Mais certains des films dans lesquels il avait été obligé de jouer, entre guillemets, avaient un autre objectif, faire chanter des politiques, des patrons ou hauts cadres d'entreprise. Cela était très utile au baron pour ses divers business. Le type était invité à une soirée, il était saoul et défoncé, et on lui propose des prostituées, puis il se retrouve dans une chambre avec un ou une mineure. Un jour, le baron a fait un film lors d'une pseudo-cérémonie de mariage entre Kurf et une autre ado de 13 ans, Martin, organisée essentiellement pour l'aspect piquant entre guillemets du scénario. On a demandé aux gamins de se violer mutuellement et de tuer leur personnalité chrétienne. On leur a aussi dit qu'une fois adultes, ils seraient en couple et qu'ils devraient promouvoir les droits des homosexuels car il y avait trop d'enfants dans le monde et que promouvoir l'homosexualité était un moyen de contrôler la croissance de la population. Barker explique que Martin était littéralement programmé par ses parents pour devenir gay, même s'il ne l'était pas à l'origine, et il pense que Martin était pris dans un projet expérimental de contrôle de la population. Ils se sont revus à 17 ans, et Martin s'est suicidé peu après. Parmi les films que Bob lui a montrés, Barker cite celui dans lequel il a vu une fillette égorgée et saigner lors d'un rituel. Ensuite, tout le monde boit son sang en festoyant. Barker écrit que la petite fille était souriante au tout début, et elle ne se doutait pas de ce qu'il allait se passer. Ces films auraient deux objectifs, le côté soi-disant magic, comme l'écrivait Crowley, et la manipulation psychologique du groupe. Les amateurs de sang. Ce qu'explique Barker à ce sujet peut paraître invraisemblable. Mais j'ai déjà entendu cela. J'ai pu parler avec un homme qui avait intégré plusieurs loges liées au satanisme et ses dérivés, généralement intégrés à la franc-maçonnerie, de plus ou moins près. À l'époque, je débarquais complètement en ce qui concerne ce type de croyance. Pour moi, tout cela n'était qu'un sombre délire et je n'avais pas le temps de m'en occuper. Mais il m'avait expliqué le fonctionnement de ces loges, leur rite d'initiation, avec les sacrifices et cette manie de boire du sang. En le regardant, je me demandais s'il se fichait de moi sur le moment. Tout cela pour dire que ces pratiques sont connues, sauf par le grand public. Barker explique bien pourquoi le fait de boire du sang est si important pour tous ces dingues. Il dit que c'est un phénomène lié à l'absence de pouvoir. Je cite, « Les gens qu'on a amenés à se sentir impuissants dans leur vie peuvent être attirés par le fait de boire du sang comme une manière de retrouver un sentiment de pouvoir. » Fin de citation. Il explique que ceux qui font cela ont été abusés depuis leur naissance. Ils recherchent donc de la force supplémentaire, d'où la recherche de sang adrénalisé. Il écrit que quand il était jeune, certains ont tenté de se rebeller de l'intérieur, effrayés par la vague de dépendance au sang bourré d'adrénaline dans le milieu Illuminati. Selon lui, il s'agit d'une dépendance similaire à celle liée aux drogues dures. Il en a eu en thérapie et il dit que, je cite, « Par exemple, il devient assez vite parfaitement clair pour vous que votre client vous regarde de la manière dont un loup regarderait un agneau qu'il voudrait tuer et manger. » Fin de citation. Ambiance. Il y en a qui boivent du sang parce que ça leur paraît hype, dans le vent, et cela reste occasionnel. Mais il y en a qui le font dans un cadre occulte. Cette consommation peut rester modérée et selon Barker, ils ne tuent pas pour obtenir ce sang, préférant utiliser leur sang ou du sang provenant de diverses sources médicales. Et de citer en exemple le nouvel mode du prélèvement de sang dans le cordon ombilical des bébés. En buvant leur sang, en mangeant ceux qu'ils appellent le bétail humain, ils se sentent supérieurs. Toutefois, selon Barker, la plupart des aristocrates satanistes ne s'adonnent pas à ces pratiques, tout en tolérant que d'autres le fassent. Certains, en revanche, y vont franchement, au point de se faire des transfusions régulièrement avec du sang de jeunes en bonne santé ayant un groupe sanguin compatible. Ceux qui pratiquent ces rituels de sacrifice d'enfants croient qu'ils absorbent ainsi la force vitale des enfants, et la sodomie est utilisée comme un canal, m'a-t-on dit, et gagne en jeunesse. Au fil du temps, un certain nombre de ces adeptes du sang deviennent accros, et en prennent des quantités de plus en plus importantes. Ils ont des crises de manque et cherchent à se procurer le produit miracle. Barker, qui a eu l'occasion d'en soigner quelques-uns quand il a été thérapeute, a inventorié essentiellement 3 types de satanistes accros au sang. Ceux qui persuadent les gens de leur laisser boire leur sang. Le problème, c'est qu'ils commencent par demander une petite quantité, puis ça ne s'arrête plus, car ils ont un comportement addictif. Ceux qui enlèvent des victimes, les gardent vivants et leur prennent leur sang par la force. Ce sont eux qui torturent leurs victimes avant de prendre leur sang. Ceux qui tuent dans le but de récolter le sang des victimes, certains sont des professionnels qui fournissent du sang aux autres. Barker rappelle des histoires de Dracula, Elizabeth Bathory, mais aussi d'Anton LaVey, fondateur de l'église de Satan, qui a proposé de la viande humaine, donnée par un médecin qui assistait à ses discours à ses adeptes. Ceux qui mangent de la viande adrénalisée, qu'elle soit humaine ou animale, seraient plus agressifs et boire du sang humain ferait le même effet, comme une sensation de puissance.
Selon Barker, parmi les 1% les plus riches des USA, tous ne sont pas lucifériens, mais les lucifériens luttent pour l'intérêt de ces 1%. Dans les lucifériens, tous ne croient pas fondamentalement au satanisme, mais y vont par intérêt, d'autres sont des dilettantes, d'autres sont des convaincus. Parmi ceux-là, seulement une petite minorité d'après Barker boit du sang, mais malgré tout cela fait quand même pas mal d'accros au sang frais, de préférence celui des enfants et avec de l'adrénaline, c'est-à-dire quand les victimes sont tuées après avoir été torturées. Et, je cite, « c'est un très gros problème », souligne sobrement Barker. Le problème vient essentiellement du fait que les Illuminati cherchent à rester discrets jusqu'à leur prise de pouvoir complète, et que les débordements des accros à la recherche de victimes font un peu tâche. Cela met la puce à l'oreille aux braves gens, qui pourraient bien finir par se poser des questions. Je cite, « Je sais que les Illuminati de haut rang étaient préoccupés du fait que le phénomène de la consommation de sang était hors de contrôle. Beaucoup de gens et beaucoup d'enfants ont été enlevés pour cela, et il y a tellement de gens qui disparaissent que ça met le public en alerte. » Fin de citation. Du coup, un programme de désintoxication a été mis en place par les lucifériens pour leurs adeptes devenus toxicos du sang. On m'a aussi fait comprendre à plusieurs reprises que les besoins en sang des satanistes augmentent et que pour s'en procurer, ils doivent massacrer à tour de bras. La vague de migration impressionnante depuis 3 ans fait qu'ils ont désormais sous la main un flot de matières premières incessant, mais les disparitions d'adultes comme d'enfants atteignent chaque année des chiffres impressionnants. MK Ultra. On a déjà parlé de ce programme de la CIA, dont le but était de parvenir au contrôle mental total des individus et des populations. Je cite, « Selon Barker, le programme de contrôle mental MKUltra, organisé par la CIA, était réellement une expérience Illuminati. Le but réel de MKUltra était de prendre le satanisme traditionnel et de le transformer en une méthode scientifique. C'est le contrôle mental basé sur le trauma. Le but ultime des grands adeptes du satanisme est la destruction complète de la race humaine et de l'écosystème naturel de la Terre, avertit Barker. Puis j'ai beaucoup de mal à le suivre. Il dit qu'ils se fichent de tout détruire car ils s'identifient eux-mêmes aux aliens des autres mondes qui sont sous les règles de Satan. L'objectif serait de remplacer l'humanité par une nouvelle espèce d'alien. » Fin de citation. Le plan, explique Barker, serait de créer une menace importante puis d'orienter les gens vers des endroits dont on leur dira qu'ils sont sûrs pour ensuite les exterminer à leur arrivée. Cela leur évitera d'avoir à faire le tour des campagnes. Il explique que la Federal Emergency Management Agency, l'agence fédérale de gestion des urgences, la FEMA, fait comme chez nous, où la moitié des enfants migrants isolés disparaissent dans les 48 heures après avoir été fichés. En Europe, on parle de 10 000 enfants dont on a totalement perdu la trace, quand même. En Europe, on construit aussi des camps. Barker explique que la FEMA a aussi construit des camps dans lesquels elle met des enfants migrants dont on ignore le devenir. Entre octobre 2013 et juin 2014, selon Obama, plus de 47 000 mineurs non accompagnés ont franchi la frontière, le double de l'année précédente. Si bien que 1,4 milliard de dollars a été débloqué pour les parquets en attendant de trouver leurs parents. Selon Barker, le gouvernement états-unien va carrément jusque dans leur pays pour inciter ces mineurs à partir vers les États-Unis. Ceci dit, officiellement, la FEMA n'a pas de camp et il ne s'agit que d'une théorie conspirationniste. Barker évoque aussi un programme de dépopulation qui sera en cours et qui finalement est contenu en filigrane dans l'agenda 21 dont on a parlé plus haut et que j'incite tout le monde à lire. L'objectif est de réduire la population dans des proportions qui la rendent contrôlable et qui évitent toute population superflue, c'est-à-dire inutile à ces soi-disant élites. Parallèlement à cette dépopulation, Barker explique que les gouvernements sont aujourd'hui en train de travailler à la destruction totale de la classe moyenne. Force est de constater que même si l'OCDE et l'FMI ont critiqué récemment ces politiques de l'offre, ou d'austérité, qu'ils ont eux-mêmes imposées au monde entier, la politique économique que poursuit Macron, de même que Theresa May, Rajoy en Espagne, Michel, Merkel et d'autres, c'est bien d'enrichir les riches, surtout s'ils spéculent, et d'appauvrir la classe moyenne. Quant aux plus précaires, je n'en parle même pas. Ces gens et ces familles sont en mode survie dès le 5 du mois. Tout cela grâce au mensonge honorable, explique Barker. En gros, vous connaissez tous le mensonge honorable. C'est quand Macron vous dit qu'il veut redresser le pays, qu'il pense à la souffrance des pauvres, et quand on vous dit que l'Europe c'est pour la paix. Et pendant qu'on vous berce d'énormités, on ne dit pas ce qu'on fait vraiment, quel choix politique on fait réellement, quels intérêts on défend. Il y a un côté hypnotique à tout cela, et toutes ces bonnes paroles creuses, mais qui ont le pouvoir d'endormir quand elles sont répétées à longueur de temps de cerveau disponible. Transhumanisme et mutilation chirurgicale. Ce sujet est assez étonnant en fait, mais à lire les déclarations des droits sexuels de l'IPPF, l'International Planned Parenthood Federation, donc le planning familial international, par exemple, on comprend qu'un objectif mondial est de faciliter l'accès de tout le monde, mais en particulier des enfants, à la chirurgie esthétique. En effet, l'IPPF, le planning familial international, donc nous explique page 20 dans l'article 1, je cite, « Le droit à l'égalité, à l'égale
protection devant la loi à n'être soumis à aucune discrimination sur la base de son sexe, sa sexualité ou son genre, et que toute personne doit pouvoir bénéficier de la capacité légale et des mêmes opportunités d'exercer ladite capacité et de droits égaux à signer des contrats et gérer des biens et doit être traité avec égalité dans toutes les étapes de la procédure devant un tribunal, et ce, en tenant pleinement compte des capacités évolutives de l'enfant. » Fin de citation. Je ne vais pas épiloguer ici et je vous envoie à des articles justement, notamment d'Ariane Bilran, où si on considère les capacités évolutives de l'enfant, ça veut plus ou moins dire qu'en fait on va essayer de prendre les enfants pour des adultes, et si on les prend pour des adultes, alors ils peuvent tout à fait consentir à des relations sexuelles. Barker explique que les satanistes fanatiques considèrent les êtres humains comme de la matière première, et ils cherchent à utiliser la mutilation chirurgicale comme une forme de contrôle social. Barker explique avoir vu plusieurs films dans lesquels des satanistes opèrent des mutilations chirurgicales sur des victimes, prenant parfois le temps de les torturer pendant plusieurs semaines. Des gens sont découpés morceau par morceau alors qu'ils sont encore en vie, parfois même sans aucune anesthésie. L'idée, explique Barker, est que quelqu'un qui a été mutilé physiquement éprouve à vie un sentiment d'impuissance. Ce type de mutilation pourrait se faire à une échelle industrielle, précise Barker, qui dit avoir vu des photos d'une machine capable d'enlever un bras à quelqu'un de manière complètement automatisée. Quant au transhumanisme, il s'agit d'une école de pensée et de pratique dont le but est de perfectionner l'humain grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique. Comme l'explique un site qui s'inscrit dans ce mouvement, je cite, « Les transhumanistes cherchent à développer des possibilités techniques afin que les gens vivent plus longtemps et en santé tout en augmentant leurs capacités intellectuelles, physiques et émotionnelles. » Fin de citation. On n'est pas loin des théories eugénistes, soit dit en passant. Barker dit que la notion de transhumanisme est une sorte d'introduction à celle de surhumanisme, ou subhumanism en anglais, et il affirme que les Illuminati sont très favorables à ce mouvement qui va dans leur intérêt. De fait, s'ils n'en sont peut-être pas à l'origine, ils y sont forcément partie prenante. Le premier à avoir parlé de transhumanisme est le biologiste anglais Sir Julian Huxley, et c'était en 1957, explique Barker. Je cite, il a été à la tête de la British Eugenics Society et de l'UNESCO. Selon Huxley, l'objectif de l'UNESCO est d'aider à l'émergence d'une unique culture mondiale. Sans aucun doute, Huxley était un membre des Illuminati, précise l'auteur. Fin de citation. Alors juste, on peut faire une petite digression sur Julian Huxley. Il a aussi créé le WWF. Et effectivement, il était très pro-eugéniste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, l'expérience nazie, qui se réclamait aussi de l'eugéniste, a un peu coulé l'idée. Et du coup, suite à la Deuxième Guerre, il a clairement dit qu'en fait, il parlait maintenant de transhumanisme au lieu d'eugénisme parce que c'était plus vendeur et que ça permettait de repartir sur ces thèses-là sans se couler vis-à-vis de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut aussi signaler que donc c'était son frère, il me semble, Aldous Huxley, de sa même famille, qui a écrit Le meilleur des mondes, où en fait, c'est pas vraiment de la science-fiction, en fait, c'est juste une description de ce qu'imaginent ces élites et de ce qu'ils aimeraient atteindre comme monde, quoi. Donc notamment par le contrôle de la reproduction, au sens non pas simplement de la pilule, de l'avortement, etc., mais plutôt du fait que vous auriez plus le droit de faire des enfants de manière naturelle, et ces enfants seraient faits uniquement, il n'y aurait que des bébés éprouvettes. Voilà, c'est l'État qui aurait le monopole de la reproduction humaine. Donc là, effectivement, on se projette dans un monde, mais qui paraît pas si éloigné. Il n'y a plus qu'à faire des utérus artificiels qui marchent, et il me semble que voilà, on en est plus très loin. Reprenons. Barker explique que les Illuminati ont été créés par Adam Weishaupt en 1776, ce qui n'est plus une théorie du complot, puis le truc a été mis en sommeil avant d'être remis en route par les Rothschild. Leur premier objectif, toujours selon Barker, était d'infiltrer la franc-maçonnerie. Au fil du temps, c'est aussi ce que l'on m'a expliqué. Dans la franc-maçonnerie, il y a des loges parallèles, des loges dans les loges, et au final, il est impossible même pour les adeptes de savoir qui fait quoi et dans quelle loge, dès lors qu'il y a une tentative de dissimulation. Certaines de ces loges ont des pratiques occultes ou tentent de le faire, et certaines partent complètement en vrille avec des orgies, des rituels sexuels, des prises de drogue et parfois des meurtres. Il y a aussi des ponts entre les loges franc-maçonnes et des groupes qui s'affichent satanistes, comme l'Auto, l'Ordo Templi Orientis. Je vous renvoie à un podcast consacré particulièrement à ce réseau. Et à d'autres qui ne l'affichent pas mais sont bien dedans. Crowley lui-même avait été propulsé dans l'Auto grâce à son appartenance à la franc-maçonnerie. Le livre de Barker, enfin les deux livres, et il en a fait quelques autres, sont assez touffus et tout ne figure pas dans ce résumé. Mais il nous met sur la piste. Je me rappelle de ce que me disait cet ancien RG qui avait été dans certaines de ces sectes, certains de ces groupuscules plus ou moins proches de la franc-maçonnerie et qui connaissaient très bien leurs dérives. Il disait « il faut suivre la piste du sang ».
Avec ce livre, chacun peut maintenant comprendre ce qu'il disait par là. Le phénomène n'est pas marginal, j'ai pu récolter assez de témoignages pour savoir que ces tarés, même s'ils ne boivent pas tous du sang humain à chaque cérémonie, sont obsédés par les affaires de lignée, par l'ADN, mais aussi par le sexe, y compris avec les enfants, par les tortures, le meurtre, et ne fonctionnent que par le mensonge et la duplicité.